Cyril Travier, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'architecte qui a conçu le conservatoire de musique et d'art dramatique d'Antibes Juan Lépin. Est-ce que c'était compliqué de placer ce conservatoire derrière le grand bâtiment d'Antea qui est majestueux et qui en quelque sorte prenait déjà tout l'espace? Alors oui, c'était même un des challenges de ce concours d'architecte. C'est qu'on se retrouvait avec un terrain mis à disposition par la mairie pour construire le conservatoire sur l'arrière d'Antea. Donc on imagine la grande avenue Jules Grec, Antea qui se pose avec un béton sublime et un très très beau bâtiment. Et on a le terrain qui est derrière. Donc il fallait trouver une petite astuce, pas vouloir lutter avec Antea, c'était je pense pas le but. Et donc on a cherché à étirer le plus possible le programme sur tout le terrain pour aller faire, j'allais dire, 2 clins d'œil à droite et à gauche d'Antea pour qu'on nous aperçoive ou qu'on devine qu'il se passait quelque chose, en jouant en plus sur le contraste des couleurs, avoir un bâtiment totalement immaculé blanc, en totalité, menuiserie, brise-soleil, avec un matériau totalement unitaire. Voilà. Et c'était un des challenges. Un terrain urbain, donc circonscrit sur quatre rues, dont une rue effectivement Pompier pour Antea. Donc on devait absolument respecter aussi, c'est-à-dire que l'arrivée du conservatoire ne peut pas remettre en question le système de sécurité d'Antea. Donc une rue qui existait, qu'on était obligé de garder, et quand même une façade à donner côté mer, côté fort, le fort d'Antibes. Oui, ça a été un des points de base en fait de la répartition programmatique du conservatoire. Si on dit un mot des matériaux de la façade, c'est un béton particulier qui a été utilisé. Oui, tout à fait. Donc en fait, on a 2 bétons. On a pour des raisons de pérennité en partie basse sur les 2 premiers niveaux. En fait, sur le premier niveau des grandes salles de joue ensemble, on est sur du béton autoplaçant blanc. Et sur la partie haute, dédiée exclusivement en fait à la formation musicale, les studios, etc. On est en béton fibré, type ductal, pour ne pas le nommer. Donc une égalité de couleur totale, c'est-à-dire essayer d'avoir le même blanc. On est même revenu par la suite sur le béton coulé en place blanc, remettre une lasure éclaircissante parce qu'il y avait encore, après le chantier, un trop grand contraste entre le ductal qui est pratiquement comme une feuille de papier, c'est d'un blanc pratiquement pur, et le béton blanc, mais qui restait quand même un peu côté pierreux. Donc on a repassé même une couche de lasure éclaircissante pour éviter le contraste entre le bas. Donc un bâtiment blanc, pour des raisons bien évidemment climatiques, solaires, c'est-à-dire avoir le moins d'apport solaire possible sur la façade. C'est un bâtiment qui s'inscrit dans sa région et qui tient compte du climat méditerranéen. Tout à fait, il est certifié BDM, niveau argent, je crois. Et BDM, en fait, ça veut dire? bâtiment durable méditerranéen. Et on a eu une certification qui s'est déroulée suivant les études, suivant le chantier, et puis pendant un an, c'est-à-dire il y a eu encore un autre bilan après un an d'exploitation du bâtiment, pour voir un peu les résultats. Voilà. Oui, c'est un bâtiment du soleil, c'est un bâtiment, mais même dans sa conception intérieure, c'est-à-dire c'est un bâtiment dans les parties hautes, va avoir un jardin sec sur sa partie la plus orientée au sud, un jardin suspendu et sec, qui vient en fait d'une réflexion du directeur qui à l'époque de l'ancien conservatoire, ça lui faisait un peu peur de déménager dans un nouveau conservatoire, parce qu'outre tous les défauts qu'avait son ancien conservatoire, il était posé dans un jardin. Et il avait une espèce d'angoisse de se dire qu'il allait partir d'un endroit certes avec plein de défauts techniques, avec vieillissant, qui ne marchait plus, etc., mais qui était en fait avec un extérieur. Et c'est vrai que là, on arrivait en site urbain, donc il n'y avait pas d'extérieur, on longe les 4 rues. Et donc on
on a greffé, c'était pas particulièrement dans le programme, mais on a traité une des terrasses, hein, donc on a décalé le plus possible la partie haute pour essayer de dégager le plus possible d'une terrasse accessible depuis le deuxième étage et la traiter en à la fois lieu de convivialité, c'est-à-dire pouvoir jouer en dehors des cours à 2 ou 3 élèves, etc. Et à la fois organique avec un petit jardin sec, toujours dans l'esprit méditerranéen, c'est-à-dire un jardin qu'on n'arrose pas, qui pousse tout seul. Ainsi qu'un patio, donc toujours pareil dans cette culture de l'ombre que normalement tout bon méditerranéen a, cette culture de l'ombre, c'est-à-dire avoir en fait un extérieur à ciel ouvert, qui reste un extérieur dans lequel il pleut, mais qui par le fait qu'il soit patio va être toujours sur un jeu d'ombre, avec en fait une distribution en cloître, c'est-à-dire que tous les studios sur tous les étages tournent autour de ce patio, qui lui est par contre est traité très minéral, presque comme une pièce juste sans toit, et sur lequel en fait tous les 2 étages de studio et une partie de l'administration qui est au 2e étage en fait tournent autour de ce patio et se voient, se renvoient, voilà, exactement en fait oui, une organisation un peu en cloître. Si on revient un peu sur la chaleur, il y a ces brises-soleil que vous avez installées, mais aussi il y a un système d'autorégulation de la luminosité, du coup de la chaleur dans les salles. Oui, Vous alors pouvez nous en dire un mot? on a des brises-soleil fixes qui, donc pour des raisons, j'allais dire, de maintenance et de durabilité, c'est-à-dire oublier les brises-soleil qui bougent, en fonction, qui sont motorisés, etc. Donc on a une série de brises-soleil qui sont aussi bien architectoniques que une raison solaire, qui vont, on va dire, assurer 70-80% en fait de l'ombre portée sur la façade. Mais en complément de ça, en fait, toutes les fenêtres sont équipées de stores, de screens, qui, elles, sont pas du tout à la main de l'utilisateur. Elles sont reliées à une station météo qui est en toiture et qui, en fonction de l'ensoleillement, en fonction du vent, en fonction de la pluie, en fonction de la luminosité, de la thermique, de la température extérieure, vont occulter les châssis pour éviter en fait des apports solaires indésirables. Alors c'est quelque chose qui va surtout marcher sur mai, juin, juillet. Après le bâtiment va fermer pour l'été, mais on a quand même un bâtiment qui fonctionne aussi en été en masterclass, etc. Donc il y avait une vraie raison d'avoir une vraie gestion solaire et des apports solaires par les façades. D'autant plus qu'on est relativement beaucoup vitré. On est bien vitré. Donc c'était bien quand même d'avoir voilà, ce petit côté technologique, mais qu'on n'a pas cherché sur le brise-soleil. C'est-à-dire il est plus comme un outil qui descend sur le châssis, un screen. Donc, Si vous voulez bien, Cyril Travier, je vous invite à pénétrer dans le bâtiment. Et là, on a le cœur du Conservatoire d'Antibes avec la salle de concert. Qui a été conçu selon le principe de la boîte dans la boîte. Vous pouvez oui, nous expliquer? oui. Donc alors le bâtiment en fait est très simple. Il a le bâtiment sur 4 niveaux, donc rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage et troisième étage. Le premier et deuxième étage, enfin qui est le rez-de-chaussée et le premier étage, en fait, qui est un grand rez-de-chaussée, on a disposé en fait tous les grandes pièces, hein, les grands outils du conservatoire, qui sont la salle de musique, hein, la salle de théâtre et les 2 grandes salles comment on appelle ça, de grands ensembles, salles de grands ensembles, des salles de 200 mètres carrés avec 7 mètres sous plafond. Et au-dessus de ça, en fait, on a 2 étages qui viennent d'être posés, qui sont en fait tous les studios de répétition, d'apprentissage, qui peuvent faire de l'enregistrement, qui eux sont traités effectivement en acoustique. Hein. Et en acoustique, dans un conservatoire, on a 2 sortes d'acoustique, c'est-à-dire comme il faut répéter une salle de percussion avec une salle de violon peut-être à côté, ou de saxophone, ou de flûte, ou de harpe. Il faut que les gens ne s'entendent pas entre eux. Alors on ne cherche pas à faire
un lieu monacal. Et quand on est dans le couloir, on entend les gens répéter. Ça fait partie du charme d'un conservatoire de passer devant les portes et d'avoir un peu de fuite de musique. Par contre, il faut que la personne qui fait des percussions, elle n'entende pas le piano et surtout que le piano n'entende pas la percussion. Donc pour ça, en fait, toutes les pièces sont isolées dans un système qu'on appelle en acoustique boîte dans la boîte, et qui, en fait, c'est-à-dire c'est votre sol qui n'est pas le sol du bâtiment. Vous êtes posé sur, suivant l'instrument que vous jouez, soit sur des ressorts, vous avez une dalle très très lourde de 15-20 cm qui est posée sur des ressorts, elle ne bouge pas, hein, mais elle est posée sur des ressorts, et les cloisons et le plafond sont construits sur cette dalle-là, qui elle-même est isolée du bâtiment. Donc en fait, c'est votre cloison ou votre mur, votre sol et votre plafond, mais ce n'est pas la cloison du studio à côté. Il va y avoir un vide rempli de laine de roche et il va y avoir la deuxième boîte dans la boîte. Ça permet que les gens ne s'entendent pas. Et puis après, ces boîtes ont des formes bien spécifiques, c'est-à-dire, on va dire, elles ne sont pas parallèles, on essaie de briser le plus possible les angles. Ça, c'est pour l'acoustique à proprement parler, c'est-à-dire c'est pour que dans la salle, en fait, on n'ait pas de phénomène d'écho, de phénomènes de son qui flottent, etc. Ça évite en fait d'avoir une salle rectangulaire et après de la corriger avec des panneaux. Ce sont des salles qui n'ont pas d'angle droit? Voilà, pas d'angle droit, pas de parallélisme, c'est-à-dire que même s'il y a une pièce, un mur qui est incliné d'un côté, l'autre ne va pas être incliné avec le même angle, pour éviter qu'en fait le son passe d'une paroi à l'autre sans modification. Là, le fait qu'il ne soit pas parallèle, il va repartir un peu comme ça, et au bout d'un moment, en fait, il a plus cet effet de son qui flotte. Et vous avez aussi adapté l'acoustique, vous avez fait du sur-mesure en fait, vous avez adapté l'acoustique à chaque instrument. Oui, alors là, ça c'est une particularité du programme, on va dire, de la vision du directeur de l'établissement, c'est-à-dire c'est de ne pas faire en fait des salles polyvalentes, mais déjà de donner une identité à la salle. Alors c'est un grand avantage, ça nous permet en fait de maîtriser mieux les surfaces. Ça c'est un truc économique, c'est-à-dire autant mettre les bonnes surfaces aux bons endroits, c'est-à-dire une salle de percussion aura forcément besoin de plus de place qu'une flûte traversière ou un saxo. Et deuxièmement, ça nous permet de cibler vraiment autant en acoustique, en affaiblissement acoustique, c'est-à-dire on va traiter la salle de percussion beaucoup plus fortement que la salle de flûte traversière, et ça va nous permettre, alors ça on ne le voit pas sur les plans, vous le verrez quand vous visiterez le bâtiment, mais après on fait de la correction acoustique, là on va chercher plutôt à absorber le son, ou pas absorber le son, et ça va vous donner une pièce qui est plus ou moins puissante. C'est-à-dire, par exemple, j'en rappelle une anecdote, mais le prof de... Donc on a fait, tout le monde a participé, même pendant le chantier, on a fait des essais avec les professeurs, mais très tôt dans le chantier, dès qu'on avait fini un endroit, on faisait venir, le directeur faisait venir un groupe de profs pour jouer, pour leur dire ça vous va, pour pouvoir corriger, etc. Et je m'en rappelle dans une réflexion, il y avait deux profs, il y avait un professeur de saxophone, je crois, ou de clarinette, enfin saxo-clarinette, on va dire, et puis un professeur avec un violoncelle, donc qui était dans les cordes, et au début on avait réglé les salles, on va dire, à notre oreille à nous. Et on s'est aperçu que le professeur de saxophone, en fait, il trouvait la salle trop facile. C'est-à-dire, il dit, oui, mais non, mais là, c'est trop bien, parce qu'en fait, dès qu'on joue, on a l'impression de bien jouer. Donc, en fait, on apprend, alors qu'il faut apprendre à jouer. Et donc, avec toute la correction acoustique qu'on avait dans la pièce, donc qui sont des panneaux, je n'ai pas les photos là, mais qui sont des panneaux plus ou moins durs, plus ou moins mous, plus ou moins orientés, en fait, on a pu corriger et lui faire une salle un peu moins, on va dire, un peu moins rieuse, une salle un peu plus fermée, mais pour dire, là, ça oblige les élèves à souffler. Parce que sinon, voilà, quand la pièce est trop facile, effectivement, le moindre peut... La salle d'audition est remarquable pour ça, parce qu'il y a une part quand même dans l'acoustique. On avait donc l'entreprise LASA Acoustique, comme acousticien, c'est notre acousticien historique, qui a fait un travail remarquable. Mais ça reste que, bon, ils ont des ordinateurs, ils ont des simulations, mais n'empêche qu'il faut attendre le premier concert pour savoir si ça fonctionne.
Et j'avoue c'était assez bluffant parce que je me rappelle d'une petite fille avec une toute petite flûte qui jouait pas très fort, hein, elle était très très jeune. Et on se déplaçait du premier au dernier rang et en fait on avait pratiquement le même niveau de son. C'est-à-dire on l'entendait avec la même puissance au premier rang qu'au dernier rang. Donc voilà, on cherchait une salle, j'allais dire acoustiquement, elle est facile, elle renvoie bien le son, elle rajoute ni elle enlève de la puissance. Où Voilà. qu'on soit placé dans cet auditorium, on a la même perception sonore du concert. Normalement, oui, c'est ce qu'on a cherché à faire. Cette fameuse diffusion dont je vous parlais tout à l'heure hors caméra, l'idée de prendre comme modèle en fait une salle baroque hein, qui était des salles qui sont très chargées en décoration, avec des statues, avec des corniches, avec des fleurs en plâtre, avec du staff, avec des plafonds compliqués, avec des balcons, avec des niches, etc. En fait, on s'aperçoit que cette complication, on va dire, acoustique, fait que le son est d'une qualité rare. Parce qu'en fait, il se disperse totalement en arrivant sur ces milliers de petites décorations. Donc nous, on a cherché à reproduire ça, à créer une salle en diffusion. Parce que normalement, traditionnellement, en fait, on fait une salle qui est réverbérante là où on joue et on absorbe à l'arrière. Ce qui fait qu'en fait, le son traverse la pièce et après, on va énormément absorber au fond de la pièce pour éviter d'avoir un retour à l'oreille qui va créer en fait ce qu'on appelle un écho, mais qui n'est pas vraiment un écho, mais en fait un déphasage de son, c'est-à-dire un son qu'on entend deux fois à quelques millièmes de seconde près. Et en fait, là, on ne travaille pas comme ça, même si on absorbe un peu au fond. C'est qu'on a dit on va prendre le son et trouver un système pour éclater le son en milliers de petits morceaux de son qui vont faire un son rond. Et c'est pour ça qu'on a traité toutes les parois en acoustique. Alors les acousticiens en ont pour ça que j'ai oublié, mais qui est un principe en fait de bouts de bois, pas tous différents, avec une profondeur différente, une longueur différente, etc., qui rendent très 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 compliqué l'écho et qui font en fait que l'écho en fait là est utilisable. On n'a pas cherché du tout à l'absorber. Ce qu'on peut faire, voilà, c'est les deux grandes C'est familles étonnant, acoustiques. non, qu'une salle baroque, que les salles baroques du XVIIIe continuent d'inspirer les architectes aujourd'hui. Alors là, j'avouerai que oui, c'est une inspiration acoustique, c'est-à-dire c'est venu en fait avec l'équipe de l'ASA. Je pense qu'on travaille ensemble depuis une trentaine d'années, ou pas loin, et à chaque fois, on n'a pas envie de refaire la même chose. Donc en fait, il faut qu'on trouve des techniques. Alors et là, on avait la chance, mais vraiment la chance, parce que c'est vrai que c'est assez rare d'avoir en fait un conservatoire avec une salle d'auditorium exclusivement musique, sans autre fonction. Le théâtre avait leur salle de théâtre, donc on a pu faire un vrai auditorium musique, c'est-à-dire sans cadre de scène, etc. Et donc en fait, sachant ça, en fait, on s'est dit il faut le pousser au maximum. Et en réfléchissant quelles étaient les salles qui avaient une très bonne acoustique sur du son non amplifié, parce que c'est la deuxième caractéristique de cette salle, c'est que c'est essentiellement une salle acoustique. Et ça, après, bon, c'est comme les architectes, c'est un fil conducteur. Ça a fait que, d'un coup, on a pensé au bois pour la matière, parce qu'on s'est dit, alors en fait, c'est un instrument de musique. Donc, si c'est un instrument de musique acoustique, c'est du bois. Donc, au début, même, j'étais parti sur, je voulais le faire avec le bois dans lequel on fait les guitares. Mais après, il s'avérait que dans le bâtiment, on n'arrive pas à trouver ce type de bois. Donc, on est passé sur un autre type de bois. Mais le faux plafond, les murs, les panneaux acoustiques, la salle est entièrement modulable puisqu'elle est acoustique. Donc, le fond, l'arrière peut avancer de 8 mètres. C'est-à-dire le plateau peut se transformer en un plateau de, je crois, 300 mètres carrés à un plateau de 100 mètres carrés, tout en gardant un fond acoustique. Les latéraux bougent. Et le faux plafond descend. Voilà, on a une partie de faux plafond qui descend. Donc ça nous permettait, voilà, et donc même l'idée du bois est arrivée de là, c'est-à-dire on s'est dit on est en train de fabriquer un instrument de musique acoustique, et l'idée qui vient tout de suite, un instrument acoustique, c'est une guitare, c'est un violon, c'est un violoncelle, c'est une contrebasse, voilà.
elle n'a pas vocation, elle peut, elle a été équipée de quelques haut-parleurs, mais sa vérité première, c'est d'être une salle acoustique, Ce donc n'est pas pas le premier ce n'est électroacoustique. pas le premier conservatoire que vous concevez. Qu'est-ce qu'il a de particulier celui-là? Qu'est-ce que vous retenez de ce conservatoire? Qu'est-ce qui le Ah, distingue? ce qui le distingue, c'est une chance incroyable, c'est d'avoir un directeur depuis le début, qui a porté le projet depuis des années, euh, et de tomber avec les élus, monsieur le maire, les élus de la culture, de tomber en fait avec des gens, fait, comme si j'arrivais dans une famille pour apporter, voilà, ils avaient tout décidé déjà, ils avaient monté ça depuis des années, porté le projet à bout de bras, et on passait à une étape suivante, il leur fallait un constructeur, donc j'arrivais. Donc ça c'est assez rare parce que souvent c'est un directeur, il peut être nommé, c'est pas lui qui ouvrira le conservatoire, etc. Là on arrivait dans une, ouais c'est ça, dans une histoire. Ça c'est vraiment caractéristique j'allais dire, on arrivait dans une histoire humaine, voilà. Même si on est arrivé par rapport à un concours, c'est-à-dire on a été retenu, il y avait 3 ou 4 architectes, on a fait le concours, etc. Mais là, la particularité d'Antibes, je pense que c'est ça, c'est en fait la particularité d'Antibes, c'est l'utilisateur et le client, enfin, en l'occurrence la mairie. Voilà, on peut avoir plein de trucs, mais ça c'est la caractéristique. Et aussi, comme je vous l'expliquais hors caméra tout à l'heure, le fait qu'un conservatoire est l'aboutissement en fait d'un modèle pédagogique. C'est-à-dire que suivant comment est envisagé l'enseignement et le type d'enseignement, le type d'élève, j'allais dire, mais comment est construit l'enseignement du conservatoire, le conservatoire dans son institution, en fait, on ne va pas leur faire... voilà. Nous, là, on a une claire séparation entre les lieux de diffusion, les lieux de cours, voilà. C'est vraiment... et ça vient voilà, on est arrivé en fait sur une longue histoire du programme, hein, du directeur, enfin, Monsieur Bianchini, c'est le directeur du conservatoire. Voilà, c'est pas un conservatoire, c'est pas un directeur de conservatoire, c'est le directeur du conservatoire de Antibes Jean Lépin. Pour bâtir des conservatoires, il faut aimer la musique soi-même. Vous êtes musicien? Alors j'aime la musique, je suis malheureusement pas musicien du tout. C'est assez rigolo parce que j'aurais fait la moitié de ma carrière à construire des théâtres, des conservatoires. Non, non, j'allais dire, non, je crois qu'on est... enfin, l'autre, on pourrait presque dire qu'un architecte, c'est un caméléon. En fait, on se met dans la peau des autres. Et puis, je saurais quoi parce qu'en fait, il vaut mieux que je sois neutre parce que les désirs du percussionniste ne sont pas les mêmes que le saxophoniste, qui ne sont pas les mêmes que le pianiste, qui ne sont pas les mêmes que le chanteur. Si jamais je jouais d'un instrument, j'aurais peut-être privilégié. Non, voilà. Après, non, il faut une passion. Non, il faut une passion. Faut une passion on a fait beaucoup de programmes sur l'éducation. On a fait beaucoup de lycées. On a fait beaucoup de collèges. On a fait beaucoup. Voilà. Voilà, c'est être à l'écoute de gens qui vont après propager en fait un savoir en fait. Et vous, quelle est votre patte, si vous deviez parler un peu de vous, quelle est votre patte, quelle est votre signature d'architecte? Qu'est-ce qui vous caractérise? Je sais pas. Je dirais ce que disent les autres, c'est-à-dire que alors là je vais parler puisqu'on a une vraie culture d'agence. L'agence, on est architecte maître d'œuvre. Et je pense que la maîtrise d'œuvre est pour nous, philosophiquement, à l'agence en tout cas, historiquement, hein, à l'époque de Jacques Ripoll aussi, elle est tout aussi importante que l'acte d'architecte. L'architecte va concevoir le bâtiment et le maître d'œuvre va faire l'œuvre, va construire. Et je pense que ces 2 ans, donc on va simplifier, mais on a un an d'études, un concours, un an d'études, et après on a en général 2 ans de chantier quand ça se passe bien. Je tiens à rappeler qu'on a construit le conservatoire pendant le Covid, en fait au milieu du Covid, avant-après.
Et il y a ces 2 ans de construction avec les entreprises, avec le client, avec les gens de la mairie, avec les gens des bâtiments mairie, etc. Cette espèce d'aventure humaine et où je pense que peut-être c'est ça la caractéristique de l'agence, c'est de mettre un point d'honneur vraiment à être le meilleur maître d'œuvre possible. Voilà. C'est-à-dire aussi bien pour le client que pour les entreprises. C'est-à-dire on ne construira pas le bâtiment ni contre le client ni contre les entreprises, mais on le construira quand on se triompe, cette espèce de triumvirat, j'allais dire, le client. Alors client utilisateur, là en l'occurrence c'est les mêmes, hein, puisque c'est un conservatoire municipal. Le client utilisateur, les concepteurs, que ce soit donc l'architecte, le scénographe, puisque j'avais un scénographe, M. Manouri, le scénographe, l'acousticien, le BET pour la partie technique, donc le groupe de concepteurs est là, et la grande équipe des entreprises. Je pense que voilà, c'est le cœur de notre métier et le cœur de notre particularité, peut-être à l'agence, c'est de... Alors, c'est pas gratuit, hein, c'est pour être sûr que ce qu'on a pensé va être fait jusqu'au bout. Hein. Mais c'est aussi, là, parce qu'effectivement, on est mieux servi que par soi-même. C'est-à-dire, si j'ai décidé un truc et je vais être sûr qu'il se fasse comme ça, il vaut mieux que j'aille le voir. Et l'autre particularité, c'est une continuité aussi, ça c'est historique à l'agence, une continuité de responsable. C'est-à-dire que c'est la personne qui a fait le concours qui fera les études et qui fera le chantier. Vous me répondez à côté, là. Je vous demande de me parler de vous, et vous me parlez de vous dans le groupe, vous dans l'agence, vous dans la relation client. Mais vous, qu'est-ce qui vous inspire, vous? Mais c'est ça, en fait. Non, je sais, j'ai très bien compris la question. En fait, ce qui m'inspire, moi, c'est le travail d'équipe. Et ce n'est que ça. Après, accessoirement, j'ai une formation, j'ai une histoire, et donc, en fait, j'écris d'une certaine manière. Elle peut être toujours la même ou pas la même, je ne sais pas, c'est pas à moi de juger ça. Ça, c'est vraiment pas à moi de juger. Voilà, une logique, mais surtout sachant que l'acte de construire, c'est la dernière aventure humaine qui reste. Hein. Bah, il n'y en a plus beaucoup. On n'est pas industriel, hein, on est vraiment sur de l'aventure humaine. Aventure humaine pendant le concours, pendant les études, pendant les travaux. C'est ça, c'est vraiment, je pense que le bâtiment est la dernière aventure humaine professionnelle qu'on peut avoir dans le monde. Hein, parce que, voilà, moi tout seul, je ne ferais rien. Sans les entreprises, je ne peux pas construire. Les entreprises, sans moi, ils ne savent pas construire ce que je veux. Voilà, une espèce de... Oui, le fameux chef d'orchestre. Ben, un chef d'orchestre, s'il n'a pas des bons musiciens, le concert n'est pas bon. Hein. Voilà, il faut que tout le monde soit bon. Merci beaucoup, Cyril Travier. Je vous en prie.